Salut les graisseux, heureux de vous retrouver pour l'épisode 10 concernant la remise en état moteur de la DS22 74. Alors, vous voyez, par rapport à l'épisode précédent, on a vraiment pas mal avancé. Pour moi, dans mon esprit, c'est vraiment quasi terminé. Je la vois presque finie. Là, ce qui va rester, ça va être de poser les ailes, mais on est déjà bien fonctionnel sur beaucoup de fonctions. Donc on va faire le tour un petit peu de tout ce qui a été fait depuis le dernier épisode, hein, puisque la dernière fois, l'épisode 9, on avait notre coque qui était encore à nu et qui était en attente de peinture. On avait, voilà, tout était nu, le moteur était déposé. Au niveau de l'intérieur, bon, c'était plus ou moins dans le même état. J'ai rajouté juste un siège qui me permet de, voilà, de travailler en étant assis, notamment sur le circuit électrique, tout ça, et puis de pas salir les sièges définitifs qui sont stockés bien à l'abri au niveau de l'intérieur Palace vert d'époque. D'accord. Donc, mise à jour. La dernière fois, je vous ai présenté également le moteur qu'on a ici sous les yeux, qui était en attente de pose. Il était posé au milieu de l'atelier, et puis une demi-journée plus tard, il a été posé dans le véhicule. Donc on va faire la petite mise à jour concernant tous les travaux qui ont été faits. On va parler de peinture, on va parler de moteur, de centrage, d'électricité, on va parler un petit peu de tout ce qui a été fait. On va commencer par la peinture. Donc au niveau du châssis, vous voyez, bon, il y a une peinture complète qui a été faite au niveau du noir. Donc là on est sur la référence d'origine, la C209 de chez Citroën, et donc j'ai travaillé jusque ce niveau-ci, d'accord. Donc j'ai fait également les montants au niveau des portes, les tabliers, ce genre de choses. L'avant, j'ai travaillé également sur vraiment l'avant du véhicule. Vous voyez, de ce côté-ci, on va voir un petit peu mieux avec l'éclairage, enfin avec la lumière naturelle. Et puis également au niveau des soubassements ici, puisque la dernière fois je vous avais parlé, on avait pas mal de soudure à refaire. Là, il y a des morceaux que j'ai changés. Voilà, donc tout a été meulé, on voit vraiment plus rien, c'est vraiment très propre. Donc gauche et droite avec un anti-gravillon qui permet de conserver, à mon avis, dans les années, ça va être vraiment top. Vous voyez, donc c'est déjà en train de prendre un petit peu la poussière. Et puis peinture noire d'origine au-dessus. Au niveau des quantités de peinture, je suis parti sur 500 ml, ce qui m'a permis de, voilà, d'être pile poil au niveau de la quantité. Donc sachez-le, 500 ml, vous allez réussir à bosser à peu près sur tout ça. Si vous prévoyez de faire plus, partez plutôt sur 1 kg, ou si vous faites vraiment des montants, et puis sur l'arrière de la voiture, des brancards, ce genre de choses. Et puis de toute façon, le noir, on en a vraiment besoin pour pas mal d'autres choses, notamment par exemple ici des barres, voilà, des barres support, d'accord. Après, on était parti sur le verre, donc là tous les organes hydrauliques ont été changés. J'ai mes sphères, j'en ai préparé 2 autres qui sont en attente. Là pour l'instant, je laisse celle-ci juste pour faire les premiers essais, après je les changerai. J'étais parti sur 500 ml, et le verre couvre vraiment bien au niveau de la couleur et des surfaces de pièces. Donc 500 ml, c'est largement bien pour un véhicule. Et petite erreur de ma part, au niveau du marron châssis, je suis parti sur 250, ce qui s'est avéré insuffisant puisque j'ai su faire pas mal de pièces qu'on retrouve ici. Mais au final, il y en a vraiment pas mal du marron châssis sur ces véhicules-là. On retrouve notamment voilà, les habillages de passage de roues qu'on va avoir à ce niveau-ci. Voilà, ici. Là c'est pareil, c'est couleur marron châssis aussi, et malheureusement j'en ai plus, donc il faut que j'en recommande pour faire une session sur ces pièces là. On va parler peut-être aussi des autres pièces. Là on va regarder un petit peu ce qui a été fait au niveau des traitements, puisque la dernière fois tout partait au sablage. Donc c'est revenu, vous voyez, ça ressort comme ça. Donc là ici, sur ces pièces-ci, c'est un petit peu spécifique parce que j'ai fait un traitement, on m'a proposé de la métallisation. Voilà, donc vous allez voir sur internet ce que c'est. On balance avec bon, c'est un mélange de zinc et de je ne sais plus quoi, parce que ce sont des pièces qui sont extrêmement exposées, celles-ci elles vont venir au niveau de l'avant, voilà, à ce niveau là, mais bon là c'est l'autre côté en fait. Voilà, donc elles sont extrêmement exposées et j'ai pas envie de les refaire tous les ans. Donc ça a été métallisé, tout ce qui est exposé je l'ai vraiment fait. Et après, bon, on fait un petit coup d'après dessus. Donc là, c'est pareil. Là, je vais les repeindre en sachant que, bon, suivant les années, les couleurs changent. En fin de production, on était sur, elles restaient couleur après. Les années d'avant, elles étaient noires. Il y a eu du marron, il y a eu tout. Donc, je vais partir sur du noir parce que ça va permettre, au niveau du passage de roue, de les faire disparaître esthétiquement. J'ai pas envie de les voir ressortir. Donc je vais me faire une session de peinture en noir pour ces pièces-là. Bon, on va parler d'autres pièces après. Donc voilà, pour les peintures, on est parti là-dessus avec un traitement phosphatant et puis de l'après.
et seulement après en 2 couches au niveau du châssis. Et puis après on laisse sécher vraiment le temps nécessaire. Moi je suis parti sur 3-4 jours facile avant de commencer à remettre le moindre boulon, mettre du poids, commencer à faire des serrages afin de laisser à la peinture vraiment le temps de sécher et de ne pas avoir de marque. Donc voilà, ça c'est à vous de vous organiser dans votre atelier pour avoir de quoi faire en attendant. Voilà, alors après au niveau de l'isolation tablier, on avait parlé de cette isolation phonique, donc là vous voyez elle a été montée entièrement, voilà ici. Et derrière j'ai également un isolant phonique qui a été posé, une espèce de mousse. Alors est-ce qu'on va la voir? Voilà, là vous le voyez par le trou qui est là, ici, voilà. Donc j'ai posé un isolant phonique, une espèce de laine, un truc pressé, afin d'isoler. Donc là on est sur un upgrade par rapport au montage d'origine, mais moi ça me permet d'améliorer le confort acoustique, on va dire au niveau de la conduite, la finition et les bruits parasites. Ça va permettre de bien gommer normalement. Donc ça a été rajouté, ça a été fait en premier avant de poser le moteur. D'accord. Après j'ai bossé dans la foulée, avant de poser le moteur, j'ai bossé sur le faisceau électrique du véhicule. Donc là on le retrouve, vous voyez, donc tout est passé sous gaine. Il y a encore un petit peu ici au niveau de l'alternateur. Donc là on est sur le montage comme c'est fait d'origine. Vous voyez, c'est un petit peu le foutoir d'origine chez Citroën ici. Donc là je vais repasser un petit peu tout ça mieux pour dire de bien sécuriser, parce qu'il y a quand même quelques risques avec des fils qui se baladent un petit peu. D'accord. Donc ça a été fait de ce côté là, ça a été fait ici également. Donc vous voyez, j'ai repassé tout sous gaine. Et je suis parti sur les gaines avec un aspect d'époque. Au niveau de l'aspect, on est sur un aspect toile comme celui-ci, ce qui permet d'éviter le Chatterton qui n'est pas raccord au niveau de la période. D'accord, donc ça c'est pas mal au niveau finition. Et vous voyez, même au niveau de l'intérieur, voilà, ça a été fait. Oui, le faisceau d'origine complet a été retravaillé avant d'être repassé. Voilà, ici aussi, j'ai encore un petit peu de nettoyage à faire ici au niveau des commodos. Et tout est fonctionnel, de toute façon, vous voyez, là j'ai mis un vieux compteur qui me sert à vérifier que tout est ok, c'est pas mon compteur définitif. Donc tout est bon, j'ai juste mon voyant de LHM parce que j'ai pas encore de LHM au niveau du circuit, et mon voyant de batterie, d'accord. Donc là je suis en contact, et bon, je peux peut-être même vous faire un essai parce que au niveau des raccords de vitesse, donc tout a été mis, première, deuxième, troisième, quatrième. On passe vraiment ça avec le petit doigt maintenant, tout est graissé, tout est vraiment en super état, et on a notre marche arrière ici, d'accord. Et on a notre contacteur de démarrage. Alors on n'a pas une batterie hyper puissante, on va regarder ce que ça donne, mais vous voyez, ma batterie est pas top, mais bon, c'est fonctionnel, et on utilise le circuit d'origine qui repasse par le relais Gelbon qu'on a ici, voilà, avec la possibilité de le lancer directement manuellement ici. Voilà, donc là bon, ça ne peut pas démarrer parce que j'ai pas encore terminé au niveau du circuit de l'allumage bobine, et mon circuit d'alimentation en essence n'est pas encore monté non plus. Vous voyez, mais tout est fonctionnel. Donc si on met le contact, on doit avoir même au niveau du pulseur d'air, voilà, ici ça doit être, voilà, ça c'est bon, et les lampes intérieures on doit l'avoir aussi, voilà, ouais. Donc ça a pas mal avancé. Donc là la prochaine étape ça va être de monter la planche de bord, les finitions, et retravailler sur l'intérieur, faire quelque chose de propre, parce que vous voyez, il y a du foutoir vraiment tout partout, recoller les moquettes, mais bon, ça c'est une bonne journée de travail et ça c'est fait. Il faut vraiment travailler dans l'ordre. Voilà, donc ce qui a été fait, le plus important, c'est la pose du moteur. Donc là il faut agir vraiment de manière chronologique. Quand vous êtes certain que au niveau du compartiment moteur vous n'avez pas de gêner ou avoir certaines pièces difficiles à monter par la suite, notamment tout ce qui va être bloc hydraulique et tout ça, que moi je mets en premier avant de poser le moteur. Voilà, vous posez votre moteur, vous serrez. Ce qui est important de faire également, c'est de faire le bon centrage. Le centrer par rapport, voilà, à son emplacement sur la coque, entre le côté gauche, enfin côté gauche et côté droit du châssis. Donc vous faites des mesures par rapport aux écarts de châssis. Ça, on se base par rapport au disque, et puis on fait la différence des deux, et on doit approcher normalement 8 cm tout pile, plus ou moins 1 ou 2 mm je crois. Donc moi je suis à 8 cm, donc là avec ça on fait des petites cales,
Moi j'en ai très rarement trouvé des cales ici au niveau des barres de support de boîte, support moteur, moteur boîte avant. Donc je me suis usiné des petites cales afin d'avoir le bon centrage une fois que tout est serré et d'avoir mon moteur parfaitement aligné par rapport à ma coque. D'accord? Donc ça c'est fait. Après au niveau chronologique, hein, surtout très important de monter les organes hydrauliques au fur et à mesure, pas vouloir aller trop vite. Moi j'ai commencé par tout ce qui était tout ce qui est situé en dessous en fait, parce que vous voyez par exemple là vous avez des durites d'eau là-bas en dessous, des colliers à aller serrer, tout ça, donc il faut vraiment fonctionner de manière chronologique, progressive, et de ne rien oublier au fur et à mesure de votre montage, parce que quand vous devez réintervenir sur un organe ou une pièce qui est située assez enfouie dans le moteur, vous êtes obligé de retomber souvent beaucoup de pièces, hein. Par exemple ici regardez au niveau des courroies, enfin bon c'est pas très simple quoi, au niveau des montages ou quoi que ce soit. D'ailleurs en plus on a la luminosité qui vous gêne, on va reculer un petit peu, voilà, là on verra un petit peu mieux. Vous voyez, quand on a par exemple aller travailler sur le cylindre de débrayage qui est là-bas, ou des petits boulons, des petites vis, voilà, donc il faut vraiment être très chronologique au niveau de la pose des pièces, pas se précipiter. Et moi donc là j'ai passé une quinzaine de jours à 4 jours par semaine, donc ouais, j'ai passé entre 8 et 10 jours on va dire grosso modo, de 10h à 20h, 21h voire 22h quelquefois, pour finir l'assemblage. Donc il faut vraiment prendre son temps, et c'est vraiment chronophage à fond quoi, sur ces assemblages. Voilà, donc là ça c'est bon, c'est monté. Après on a travaillé également sur le montage du réservoir hydraulique. Sur les dernières années, donc on n'a pas les blocs, les réservoirs hydrauliques qui sont peints de couleur verte. On est sur des blocs, des réservoirs qui sont directement couleur brute, hein, c'est de l'acier. Donc je l'ai poncé et j'ai posé directement un vernis dessus pour éviter qu'il s'oxyde, hein, parce que si vous le laissez même une semaine comme ça, bien nettoyé, au bout d'une semaine il est tout oxydé. Et puis voilà, même si les verres sont esthétiquement plus jolis, je cherche à être vraiment raccord au niveau des années, donc voilà, la seule solution pour moi ça a été de le vernir et puis de reposer la totalité des colliers. Voilà, donc à chaque fois j'ai retravaillé au niveau des colliers. On est sur les colliers d'origine. Alors ça c'est extrêmement manchetant, j'ai toujours reposé ça à partir du moment où c'était visible. Vous voyez par exemple on va en retrouver un ici également. Voilà, celui-ci par exemple n'est pas encore serré, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, mais je réutilise toujours les colliers comme l'époque, sauf vraiment aux endroits qui sont très critiques et qui demandent par la suite éventuellement un démontage qui pourrait être fastidieux si on garde ceux d'origine. Vous voyez par exemple ici en sortie de pompe à eau, j'en ai mis j'ai mis un Serflex classique. Voilà, et puis là-bas également. Bon, de toute façon il va être caché après par le filtre à air. Voilà, mais dans l'ensemble je réutilise quand même les colliers d'époque, enfin les brides d'époque, et puis j'utilise du Ligarex 9 hein, au niveau du fil, au niveau de la bande de tension. Voilà, donc ça a été fait également, donc on passe vraiment pas mal de temps avec ça. Et puis le contact gel bon, oui, donc là ça c'est pareil, c'est une refabrication. Alors je vais peut-être vous le déposer, vous allez regarder, vous allez comprendre ce que c'est qu'un contact gel bon, sachant que les montages sont différents entre les versions à boîte maker et à boîte hydro. Voilà, donc tout à l'heure on arrive à actionner, si vous voulez, le démarreur directement ici avec le petit bouton poussoir. Voilà, et on établit notre plus au niveau du contact par ici, et on a notre contacteur qui se fait directement au levier de démarrage et de passage de vitesse qui reprend ici et qui vient faire la jonction pour faire l'excitation au niveau du démarreur. D'accord, parce qu'on n'a pas de fil d'excitation. On envoie directement le positif ici et on a notre raccord qui est fait directement sur le démarreur. Les démarreurs, la solénoïde démarreur boîte méca et boîte hydro n'est pas le même. D'accord. Et là j'en ai un par exemple. Voilà, ça c'est un d'époque. Mais vous voyez, souvent ils sont complètement bouffés. On va le poser là. Voilà, donc ils sont vraiment en très mauvais état. Souvent on peut avoir des problèmes au niveau des rosaces intérieures. Vous voyez, donc quelquefois ils sont, à force de faire contact, les surfaces sont brûlées, d'accord, par le passage électrique. Si vous êtes pris, vous pouvez les décaler légèrement.
Voilà, vous le faites tourner afin de travailler sur des contacts qui n'ont pas encore été trop endommagés. Voilà, mais celui-ci, bon, il est réparable, hein, mais c'était plus simple de repartir là-dessus. Par contre, au niveau de la fabrication, vous voyez, il est vendu avec une petite plaque d'obturation sur le dessus, de finition qui est assez disgracieuse. Donc j'ai replacé, je me suis arrangé pour voilà, remonter celle d'époque, nettoyer, réadapter. Voilà, donc ça c'est fait. Que dire d'autre? Je pense qu'on a bien fait le tour. On va regarder donc pour les prochaines étapes, ça va être la mise en eau maintenant. Donc au niveau du radiateur, parce que comme vous voyez les radiateurs, j'en ai deux qui sont ici. Celui-ci c'est celui d'origine, mais il est fort boueux, donc on va le démonter. Je vais le faire refaire. Bon, vous verrez pas des masses. Et il s'agit de 2 faisceaux. Je préférerais passer avec un 3. Et puis ici j'en ai un qui était un petit peu plus propre, mais en fait le faisceau principal est percé, donc je vais réutiliser les boîtes à eau, on va dessouder tout ça, et puis on va repartir avec un faisceau neuf, on va se débrouiller. Ça c'est pas encore très compliqué, mais ça pose problème. Et puis je me vois mal monter ce genre de vieilles pièces. Pas forcément juste le problème esthétique, mais surtout le fait qu'elle soit chargée en bout, en dépôt, alors que j'ai un moteur qui est entièrement refait, donc ça serait vraiment con d'aller balancer des saletés d'usage précédent dans un moteur qui est neuf. Je préfère repartir avec quelque chose en meilleur état que ça. Voilà, je vous avais préparé également au niveau électrique, hein, pour vous baser, pour remettre en état au niveau électricité. Basez-vous toujours sur les schémas d'époque, hein, ça permet de vraiment repartir avec les vues d'origine et savoir vraiment quel fil va où, parce que de toute façon ici c'est vraiment très bien répertorié, où on a par exemple les couleurs, hein, les couleurs à chaque fois. On a tout. Là par exemple on est sur les boîtes hydrauliques. Voilà, le contacteur de démarrage il est ici. Là on a notre batterie, on a nos... Qu'est-ce qu'on va avoir? Les régulateurs, tout ça. Donc on arrive vraiment à bien se repérer. Et ça permet de remettre vraiment comme d'origine. Voilà le contact de démarrage. Vous voyez qu'il est différent entre les versions à boîte hydro et à boîte méca comme ici, où on a des fils supplémentaires et tout est bien répertorié. D'accord? Donc ça c'est vraiment utile, et moi je me base uniquement là-dessus pour travailler, parce que sur des véhicules aussi vieux qui ont quelquefois été un petit peu traficotés, on arrive à trouver des trucs un petit peu hallucinants quelquefois, et c'est pas forcément bien de se baser là-dessus. Vous n'êtes pas forcément certain de trouver quelque chose de vraiment très clair et de normal au démontage. Voilà, donc on va passer dans un autre endroit, je vais vous montrer un petit peu les pièces qui sont en attente, et puis on va clôturer cet épisode 10, et moi je vais me remettre là-dessus pour terminer cet assemblage. Voilà, donc on reprend notre partie du garage. Vous voyez, c'est super encombré, et c'est ça qui est vraiment gênant quand on fait des restaurations de véhicules anciens. Parce que vous avez besoin, en démontant des véhicules, de prendre énormément de place. Un véhicule démonté, ça prend 3-4 fois de plus qu'un véhicule complet. Ça peut aussi s'éterniser quand on est en train de multiplier avec les épaves, voilà, quand on a des problèmes d'approvisionnement de pièces, tout ça. Oui, je vous ai préparé des relais de direction, parce que j'avais un problème, hein, sur des relais de direction. Donc là ce sont des pièces d'occasion. Sachez que j'en ai changé un sur le véhicule qui était complètement mort. Donc ça, vous les testez, vous les faites tourner, hein, en sortant la totalité des rotules, vous les laissez bien libres. Et s'ils sont fatigués, vous allez avoir des mouvements irréguliers. Vous n'allez pas avoir un fonctionnement bien lisse au niveau de votre rotation, mais vous allez avoir un fonctionnement par palier, avec des points durs. Donc moi c'était le cas sur le mien. Vous avez vraiment le tac 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 comme ça quand il tourne. Donc ça, faut les remettre en état, et puis même en échange standard ça doit exister. Donc ça peut être assez intéressant, sachant qu'on passe pas mal de temps, hein, pour les ouvrir, et puis il faut un outil spécial pour le faire ici au niveau du dessus. C'est galère, quelquefois vous passez une demi-heure pour essayer de les débloquer. Il y en a certains, vous n'arrivez jamais à les ouvrir, hein, donc voilà. Là on a des bidons, vous voyez, donc ça c'était les bidons et la chaîne qu'on trouvait sur les modèles avant. Très difficile à trouver d'ailleurs en très bon état. Ils sont toujours dans un état de délabrement assez avancé. Là on a encore des blocs chauffage, parce que ça c'est pareil, souvent on a des blocs chauffage qui sont complètement griffés ici. Vous aviez dans les garages, les personnes mettaient les autocollants pour l'entretien, et puis on regrattait avec un couteau pour décoller. Donc à chaque fois ça rendait la pièce vraiment disgracieuse. Alors j'ai encore des trucs, vous voyez, ma jupe elle est seulement en après. J'ai pas encore eu le temps de travailler dessus. Vous voyez, donc là il va falloir que je fasse
ma session de peinture, j'ai un petit peu de soudure à faire, à recharger, à redresser ici également. Mais bon, elle est relativement bien. Mes sphères, là j'ai préparé 2 sphères, bon ça c'est du Peugeot, ça n'a rien à voir. Et puis voilà, j'ai mes lames de pare-choc, roue de secours qui est ici, la carrosserie est là en attente de remontage, et puis des pièces intérieures. Voilà, donc bon, bah, tout ça, ça va se remonter normalement dans les jours qui viennent. Ça sera quasiment fini. Et puis au final, bon, bah, ça n'a pas été si compliqué que ça. Par contre, je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, si vous vous lancez vraiment dans la remise en état, vous voulez vraiment débuter un véhicule ancien, la DS, c'est pas forcément le meilleur choix. À la limite, partez peut-être, si vous voulez vraiment une DS, sur des modèles plus simples, des idées par exemple, avec des boîtes méca, où par exemple l'hydraulique va être moins présent. Ça permet de diminuer le nombre de pièces et les ennuis éventuels, les difficultés, et puis le coût total de voilà. Parce que vous pouvez vraiment passer vraiment beaucoup de temps suivant les versions. Et puis alors si on part sur les versions à injection et tout ça, là c'est encore pire. Là c'est déjà une version carbu comme celle-ci, vous voyez, c'est assez inaccessible. On va faire un petit tour vite fait. Voilà, parce que ça vous illustrera bien, parce qu'on dit toujours la DS est un véhicule compliqué, elle fait peur, les gens veulent pas mettre les pattes et tout ça. Ouais, d'accord. En fait, c'est surtout un problème d'accessibilité, d'approvisionnement de pièces, d'incompréhension au niveau de la façon dont elle est construite et son fonctionnement général. Mais ouais, c'est surtout l'accessibilité, quoi. C'est extrêmement chronophage. Vous voulez, mettons, je vais avoir une fuite, par exemple sur cette durite d'eau ici. C'est pour ça que j'ai mis un collier Serflex ici, parce que si jamais je suis amené à le défaire, ça va être un peu compliqué d'aller refaire un Ligarex à cet endroit-là. Mais admettons, si on a une fuite sur cette durite, vous voyez, bon, pour aller la chercher, elle s'en va là-bas en dessous du collecteur d'admission. Bon, moi je sais où c'est, hein, mais voilà, essayez d'aller resserrer un collier là-bas, quoi. Donc là, voilà, sur un véhicule classique, vous voyez, une vieille Peugeot, une 404, tout ça, en 30 secondes, vous avez changé votre durite. Sur une DS, quelquefois au bout de 2-3 heures vous êtes encore dessus, quoi, à démonter tout ça, et puis après il faut refaire des calages, tout ça, donc c'est ça qui est extrêmement chronophage et compliqué. Voilà, mais il n'y a pas de raison d'avoir plus peur que ça, parce que ça reste de la mécanique assez basique, mais on a énormément de pièces. Voilà, donc moi je vais me remettre là-dessus. Vous voyez, hein, les petits joints hydrauliques, ça je vous en ai pas parlé. On va retrouver, donc ça je les ai changés hein, systématiquement, toutes les joints hydrauliques, c'est ce qu'on va retrouver par exemple au niveau des raccords. Voilà, quand on a un raccord ici, un peu comme en plomberie, hein, avec des beacons, tout ça. Donc là, ici, vous avez un petit joint hydraulique. Et tous ceux qui sont inaccessibles, je les ai changés. Notamment tout ce qui va être également durite. Ouais, je vous avais préparé de la durite, je ne vous en ai pas parlé non plus. Mais les durites hydrauliques, ça c'est des tuyaux LHM, vous voyez, qui d'aspect extérieur peuvent être encore acceptables, potables. Mais en réalité, ils partent en miettes, ils durcissent, ils deviennent craquants et vous avez des fuites. Voilà, bah par exemple celui-ci, vous voyez, voilà, il est complètement durci avec le temps. Vous le touchez un petit peu, vous lui donnez un angle de travail qui n'est pas prévu comme d'origine, et puis paf, vous avez votre fissure qui apparaît. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, la totalité des tuyaux, tout ce qui est inaccessible et tout ça a été changé, donc là on les voit même plus parce que je l'ai fait au fur et à mesure, notamment sur des retours de direction, tout ça, j'avais pas mal de trucs à faire. Donc voilà, allez, on se retrouve bientôt pour la suite. Normalement ça tournera, j'espère, je croise les doigts parce qu'il reste encore le problème de la mise en eau, j'espère que j'aurai pas de problème du tout. Mais bon, il n'y a pas de raison, normalement on a tout fait dans les règles. Allez, à plus les graisseux, ciao.